Yo tout le monde, c'est Zaki, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo où on va parler du show TLC et plus particulièrement des résultats, le show TLC qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc hier quand je tourne cette vidéo, là on est lundi pour moi. Et on va parler des résultats, j'avais fait une vidéo pronostic que normalement vous aurez en haut à droite de votre écran, une petite annotation pour aller la voir si cela vous intéresse. Donc le premier match, il y avait deux matchs dans le kick-off déjà, donc on va parler du kick-off. Le premier match de la soirée c'était Cedric Alexander contre Buddy Murphy pour le titre Cruiserweight. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé le kick-off tout simplement, mais par contre j'ai lu quelques petits résumés sur internet et j'ai regardé un highlight si vous voulez des meilleurs moments du show. Donc Cedric Alexander contre Buddy Murphy, alors c'était un bon match, de toute façon avec la division Cruiserweight c'est toujours un bon match. Comment s'est terminé le match, parce que on va faire juste une petite analyse de la fin. En gros si vous voulez, Cedric Alexander a fait sa prise de finition, mais il a fait le tomber un peu trop près des cordes, ce qui a permis à Murphy de mettre le pied sur les cordes. Ensuite Buddy Murphy a glissé à l'extérieur du ring, Cedric Alexander est allé chercher si vous voulez pour le remettre sur le ring et peut-être pour enchaîner une nouvelle fois avec sa prise de finition ou à un nouveau tombé. Et à ce moment là en fait il y a Murphy qui l'a poussé dans le coin, il lui a mis un running knee et il a enchaîné avec sa prise de finition et il a gagné du coup. Et du coup il conserve le titre. Donc dans les pronostics j'avais dit une victoire de Buddy Murphy. Vous allez voir qu'on n'est pas trop mauvais dans les pronostics, je vais pas vous spoil mais on n'est pas trop mauvais. Donc une victoire de Buddy Murphy je l'avais pronostiqué et ça passe. Ensuite deuxième match du kick-off, Elias contre tout simplement Bobby Lashley. Alors j'avais dit dans le pronostic que je pensais que c'était le mec qui mettait le coup avec la guitare qui gagnait. Non en fait c'était un ladder match classique où le but était juste d'aller chercher la guitare en haut du ring. Et c'est tout simplement Elias qui a gagné. Il a gagné en allant chercher la guitare en haut de l'échelle. Alors à la fin du match le problème c'est que du coup Lio Rush qui accompagne, qui est un peu l'accompagnateur, on va dire l'enfant même si c'est pas du tout ça. En fait si vous voulez c'est le coach de tout simplement Bobby Lashley. Mais il est tout petit, enfin c'est un mec qui vient de base de la division Cruiserweight, donc c'est assez drôle. Et en fait à la fin du combat Elias est monté pour aller chercher tout simplement la guitare, mais Lio Rush l'a fait tomber et du coup il a gagné, il a quand même décroché la guitare. Le problème c'est que Bobby Lashley est arrivé derrière et il lui a explosé la guitare sur le dos. Donc ok il a gagné, mais au final il s'est fait tabasser. J'avais pronostiqué également une victoire d'Elias, donc pour l'instant on est à 2 sur 2 et ce pré-show, bah... Elias machin, de ce que j'ai lu sur internet, c'était pas un super match. Par contre Buddy Murphy contre Cedric Alexander, c'était quand même pas mal. Donc un pré-show pas mauvais on va dire. Ensuite on passe au premier match de la carte principale. Donc tout simplement la finale du Mixed Match Challenge entre Carmella et R-Truth et Alicia Fox et Jinder Mahal. Donc une victoire de Carmella et R-Truth. Alors honnêtement j'ai regardé le match en entier, c'était nul, c'était mauvais, il s'est rien passé. Il y a eu de la danse, il y a rien d'exceptionnel, donc je vais même pas faire une review du match, c'était juste pas bon. Il y a eu des petits bugs, des problèmes de placement à un moment. Au final c'est Carmella qui va faire abandonner Alicia Fox, mais elle a même pas tapé à la caméra, enfin c'était très bizarre. Et du coup Carmella et R-Truth qui gagnent, donc ils gagnent le droit d'être 30e dans leur Royal Rumble respectif. Ils avaient le droit de choisir une destination de vacances. Et R-Truth a choisi avant le match. En fait s'il gagnait il devait faire un choix avant le match. Du coup Carmella n'était pas au courant, donc elle lui a demandé quel choix il avait fait. Elle pensait à Paris, enfin à des grandes villes. Et en fait il a tout simplement pensé à l'endroit où il y a le siège de la WWE. Donc un endroit, comment dire, le siège de la WWE si vous savez pas c'est sur une autoroute. Enfin à la sortie d'une autoroute, donc voilà c'est pas une destination de rêve. Du coup Carmella avait un peu les boules et voilà comment ça s'est terminé. Enfin c'était vraiment pas passionnant. De toute façon, ça ne pouvait pas être passionnant vu les catcheurs qu'il y avait. Donc voilà, un match qui a duré environ 8 minutes je crois. Et il y avait vraiment pas grand chose à en tirer. Ah oui, et du coup, niveau pronostic, on est à 3 sur 3. Parce que j'avais également pronostiqué une victoire de Carmella et R-Truth. Donc on va passer maintenant au match pour les titres par équipe de SmackDown. Où le Bar affrontait les New Day et les Usos. Donc c'était un match triple menace pour les titres tout simplement. Alors le match a commencé d'une manière suivante, donc il n'y avait pas de disqualification dans le match, mais si vous voulez ça a commencé dans un match tag team à 2 équipes dans le ring, et du coup c'est le Bar et les New Day qui ont commencé dans le match, sachant que si les Usos voulaient rentrer, il fallait qu'ils taguent avec un membre du New Day ou un membre du Bar. Donc le match a commencé et c'est parti directement sur des chapeaux de roue, parce que c'est les 3 meilleures équipes de la WWE actuellement, donc c'était sûr que ça allait être un bon match. Au bout de, je sais pas, environ, je dirais 6 minutes, il y a
Il y a un des membres du Uso qui a fait le tag sur Kofi Kingston et à partir de ce moment-là, le match est parti en cacahuète. C'est-à-dire que normalement il y avait que 2 hommes légaux sur le ring. À partir de ce moment-là, il y avait plus d'hommes légaux. C'est-à-dire que on pouvait faire des tombées sur n'importe qui, il y avait plus de tag. Enfin, ça partait dans tous les sens. Au final, une victoire du bar. Kofi Kingston avait fait un saut de la 3ème corde en sautant sur Cesaro et les Uso. Du coup, il y avait Xavier Woods et Sheamus dans le ring. Xavier Woods qui repousse Sheamus, qui revient parce qu'il est au bord du ring, si vous voulez, pour rentrer dans le ring. Brock kick. 1, 2, 3. Victoire du bar. Alors ça, c'est ma première erreur dans mes pronostics, parce que moi, je voyais bien les New Day gagner. Mais bon, au final, le bar qui conserve, c'était un bon match. Honnêtement, c'était un plutôt bon match. Il a duré 12 minutes. C'était vraiment pas mal. Après, on pouvait pas s'attendre à quelque chose de mauvais, vu les équipes qui étaient tout simplement annoncées. Donc voilà, une victoire de The Bar, moi ça me dérange pas plus que ça, c'est une équipe que j'aime bien et on va voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, on passe au match entre Braun Strowman et Baron Corbin. Alors le match devait être un TLC match, mais j'ai pas tout compris, ça s'est pas passé comme prévu. Donc de base, l'arbitre du match c'était Heath Slater. Heath Slater, pour la petite histoire, à Raw a gagné un match contre Rhino, envoyant Rhino à la retraite entre guillemets, mais il est pas du tout à la retraite puisqu'il catch toujours en live event. Parce que le gagnant en gros devait tout simplement conserver une place à la WWE, tandis que le perdant était renvoyé. Mais Baron Corbin, qui était le general manager de Raw, a dit qu'il serait conservé, mais pas en tant que catcheur, et du coup Heath Slater est devenu arbitre. Donc l'arbitre de ce match était Heath Slater. Donc Baron Corbin rentre sur le ring et explique encore une fois que Strowman qui est blessé ne sera pas là, etc. Et du coup il demande à Heath Slater de compter jusqu'à 10. Et si Strowman n'est pas là à 10, il gagnera par forfait et du coup sera le nouveau manager de Raw. Donc Heath Slater compte jusqu'à 5, 6. Et à 7 on entend la musique de Braun Strowman qui arrive avec une sorte de... Je sais pas comment on appelle ça. Je crois que ça s'appelle une écharpe. Enfin, en fait, quelque chose qui lui tient le bras, parce qu'il a le bras toujours blessé. Et il va faire le tour du ring, et il va monter sur le bord du ring. Alors, Baron Corbin était un peu dégoûté et un peu stressé, parce que voir Strowman alors qu'il ne l'attendait pas, bah, il était un peu paniqué, surtout qu'il faisait vraiment le malin depuis le début. Et donc là, Braun Strowman prend un micro et va dire tout simplement à Baron Corbin qu'il a fait une grosse erreur, et que dans un TLC match, il n'y a pas de disqualification. Et que du coup, s'il y a quelqu'un qui veut l'aider, il pourrait. Et donc là simplement, la caméra va se mettre sur la gauche du ring et va montrer tout simplement Apollo Crews avec une chaise qui va se mettre au bord du ring. Du coup Baron Corbin va se décaler et la caméra va se mettre sur lui, sauf que derrière lui il y a Finn Balor avec une chaise. Il va encore se décaler dans un autre coin du ring et là il va avoir l'équipe championne de Raw composée de Chad Gable et Bobby Roode, toujours avec des chaises. Et du coup là il y a quand même pas mal de monde autour de lui. Strowman qui le regarde au haut du ring. Et là il va demander à Heath Slater de faire quelque chose. Sauf que Heath Slater va enlever tout simplement son t-shirt, si vous voulez. Son t-shirt d'arbitre, parce qu'il était arbitre du match. Et il va commencer à frapper Corbin. Et là tout le monde va y aller de son petit coup de chaise, sauf Braun Strowman qui va rester à l'extérieur du ring. Au bout d'une dizaine de coups de chaise sur Baron Corbin tombe et va sortir du ring et va essayer de s'échapper. Donc il aurait normalement perdu le match par forfait. Sauf que c'est un TLC match, mais du coup il n'y a pas eu de TLC match puisqu'il n'y avait rien à aller chercher en haut d'une échelle, enfin en haut du ring. Donc Baron Corbin se déplace vers la rampe de sortie et là on entend la musique de Kurt Angle qui revient du coup, qui va choper une chaise et qui va tabasser Baron Corbin, le forçant à revenir dans le ring. Ensuite tout le monde va y aller de sa petite prise de finition tout simplement. Et Braun Strowman va juste rentrer sur le ring. Heath Slater va remettre son t-shirt d'arbitre. Braun Strowman va mettre le pied sur Baron Corbin. 1, 2, 3. Du coup, Baron Corbin qui perd le match. Baron Corbin qui perd donc toute autorité à Raw. Et Braun Strowman qui gagne un match contre Brock Lesnar pour le titre universel au Royal Rumble. À voir ce que ce match va pouvoir donner. J'espère que pour une fois on pourra voir un vrai match tout simplement de Braun Strowman contre Brock Lesnar. Puisque... Bon, pour l'instant, les matchs ont été toujours au sens unique de Brock Lesnar. Et le dernier, on s'attendait à un vrai combat entre les deux, sauf que justement, Baron Corbin est intervenu. Donc à voir ce que va donner ce match-là. Je crois que c'est le 3ème match entre les deux superstars. Pour l'instant, 2-0 pour tout simplement Brock Lesnar. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc, au fait, pour le pronostic, j'avais mis Braun Strowman, et du coup, Braun Strowman a bien gagné, donc on est à 4 sur 5 pour l'instant, c'est pas trop mauvais. Ensuite, match d'après, Natalya contre Ruby Riott, dans un match de table.
Alors, Natalya est rentrée sur le ring tout simplement, et Ruby Riott est rentrée avec le Riot Squad, et avec la table sur laquelle il y avait la photo du père de Natalya, qu'elle a placée directement aux abords du ring. Donc le match, c'était une catastrophe. Enfin, moi j'ai pas aimé, du moins, je trouve que le match était vraiment mauvais. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bah, il y a à retenir que Sarah Logan et Liv Morgan, elles sont passées toutes deux à travers une table. Et il y a à retenir le finish. En gros, Natalya a été chercher une table en dessous du ring à un moment. Et c'était une table avec la photo de Ruby Riott. Donc en gros, elle voulait faire passer Ruby Riott à travers sa propre table, enfin voilà. Donc elle a placé la table, elle a aussi mis le gilet de son père qui était caché sous le ring. Et du coup, il y a une petite bagarre dans le coin à un moment. Alors Natalya qui monte sur les cordes pour essayer de faire passer Ruby Riott, sauf que ça bat, ça descend, puis ça remonte, etc. En tout cas, à un moment, Natalya est remontée, elle s'est fait contrer par Ruby Riott. Ruby Riott est montée pour essayer de faire passer Natalya à travers la table avec une Hurricane Rana. Sauf que Natalya l'a bloquée. Et là, tout simplement, powerbomb à travers la table sur laquelle il y avait la photo de Ruby Riott. Donc elle gagne le match. Alors j'avais pronostiqué une victoire de Ruby Riott. Du coup, on est à 4 sur 6 dans les pronos. C'était vraiment pas un bon match. Le match a duré 12 minutes. C'était lent. C'était vraiment pas intéressant. Natalya, j'ai vraiment beaucoup plus de mal en ce moment à la voir sur les rings. Je trouve que c'est vraiment plus haut niveau. Faudrait peut-être, je sais pas, faire quelque chose d'autre là, puisque ça va plus trop. Ruby Riott, bah c'était compliqué je pense avec une adversaire comme Natalya. Après Natalya c'est une grande... Elle a fait des trucs pour le monde du catch à son époque dans les années 2010, mais là ça va plus je trouve, hein. Vraiment c'est plus foufou quoi. Donc victoire de Natalya, je sais pas ce que ça va donner pour par la suite. Honnêtement une victoire de Natalya, et je la vois mal aller demander une chance au titre. Alors après il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait faire un heel turn et justement demander sa chance au titre peut-être au Rumble contre la championne Euro. Le match va arriver normalement dans 2-3 matchs. Donc ensuite, Finn Balor contre Drew McIntyre. Alors c'est Drew McIntyre qui est rentré en premier dans le ring, tout simplement. Donc vu qu'il est rentré en premier, moi je m'attendais à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'il arrive en démon. Sauf que non, Finn Balor il a pas sorti le démon pour Drew McIntyre, il en a rien à foutre. Il est arrivé dans sa tenue normale, son intro qui est toujours aussi géniale, elle dure hyper longtemps, mais qu'est-ce qu'elle est cool, en tout cas moi je la trouve vraiment cool. Le match a duré 12 minutes également. Alors en gros, le scénario du match... Domination de Drew McIntyre, par moment Finn Balor reprenait le dessus mais ça durait pas longtemps. Sauf qu'en fait, à un moment, je crois à partir de 9 minutes de match, vers la fin en gros si vous voulez, il y a Dolph Ziggler qui est en plus ou moins lui aussi en rivalité avec Drew McIntyre qui est arrivé, qui lui a mis un super kick et qui a voulu lui mettre un coup de chaise tout simplement. Sauf que Drew McIntyre a ensuite contré, a balancé Ziggler etc. Drew McIntyre a pris la chaise sur le ring pour essayer de taper Finn Balor pour arrêter le match, sauf que Finn Balor lui est rentré dedans en faisant... son saut là, les deux pieds décalés pour le mettre dans le coin tout simplement. Et il a enchaîné ensuite tout simplement par le coup de grâce. Et du coup il remporte le match. Bon pronostic de ma part, on est à 5 sur 7. Voilà, c'était un match sympa, je l'ai regardé, c'était cool. C'était pas au niveau de ce que j'attendais honnêtement, mais c'était quand même sympa. Finn Balor a pris quand même des grosses chutes, genre il y a eu pas mal de belly to belly suplex de la part de Drew McIntyre, et vu que c'est un poids lourd et Finn Balor c'est pas vraiment un poids lourd, et bah il a pas mal décollé, c'était plutôt pas mal comme match. Après pas exceptionnel, mais ça allait, c'était un bon match de catch. Ensuite on passe au match Rey Mysterio contre Randy Orton. Alors c'est clairement un des matchs que j'ai le moins apprécié de la soirée, je sais pas si les gens sont comme moi, de mon avis j'en ai aucune idée, mais j'ai trouvé le match lent. Alors après lent avec Randy Orton ça peut être cool. Ça peut être cool du point de vue où on sait que le mec est un peu sadique, il prend son temps pour faire mal, mais là c'était juste lent et mauvais. J'ai trouvé que c'était pas exceptionnel. Alors après, comme pas mal de gens ont dit sur les réseaux sociaux, cette rivalité, elle a commencé la première fois qu'il y a eu un match entre les deux, c'était après le Rumble 2006 que Rey Mysterio a gagné, c'est-à-dire que ça fait 12 ans. Il y a 12 ans, la première fois ce match a eu lieu. Cette rivalité, elle a rien à faire là en fait pour moi. C'est Randy Orton contre Rey Mysterio, c'est du vu, du revu, du re-revu. Donc là, pas un match exceptionnel. Au final, ça s'est terminé. Un RKO contré qui devait aller sur des chaises. Ensuite, Rey Mysterio a un petit peu enchaîné et a fait une sorte de petit paquet qui a permis à Rey Mysterio tout simplement de gagner ce match. Randy Orton qui perd, je l'avais prédit. Alors Rey Mysterio, comme je l'avais dit, je le vois bien aller du côté du titre des États-Unis maintenant. Alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être pour WrestleMania. Pendant que Randy Orton, bah ouais, je pense une rivalité contre AJ Styles. Maintenant qu'il a perdu, je pense qu'il va aller l'attaquer, sachant qu'AJ Styles a eu son match, donc peut-être que ça sera un match pour le titre ou non. Ça dépend du match Bryan AJ Styles, donc qui arrivera plus tard dans le résumé de TLC. Donc ensuite, Ronda Rousey contre Nia Jax, accompagnée par Tamina. Alors en fait, Nia Jax, c'est fou, genre. Elle était vraiment top heel, genre. Tout le monde la détestait pendant un mois,
Mais là, tout le monde n'a plus rien à branler de Nia Jax. Et Nia Jax, pareil, c'est dur dans le ring. Je trouve qu'il la limite trop. Je pense que c'est pas une mauvaise catcheuse, mais je trouve qu'il la limite beaucoup trop. Donc le scénario du match, Nia Jax qui a essayé de faire la personne puissante, plus puissante que Ronda Rousey, sauf qu'au final, Ronda Rousey a dominé dans les grandes lignes le match. Il y a une petite intervention de Tamina, mais au final, ça n'a pas changé grand-chose, puisque Ronda Rousey a conservé son titre et a gagné le match par soumission avec son armbar, où tout simplement, elle a failli péter le bras de Nia Jax. Donc voilà, une défaite normale pour Nia Jax, rien de nouveau. Moi, je voyais vraiment ce match comme là, ça. Alors, j'avais dit un botch, ça a duré quand même 10 minutes. Donc c'était pas un botch, mais quand même, Ronda Rousey a dominé les grandes lignes du match. Ensuite, il y a eu un petit segment backstage, où tout simplement, Nia Jax, qui revenait de son match, donc en stun, en bras, etc., a croisé Becky Lynch dans les vestiaires. On se rappelle que Nia Jax a blessé Becky Lynch juste avant les Survivor Series, et du coup, Becky Lynch lui a fait comprendre que c'était pas une bonne idée de la blesser. Elle lui a mis 2-3 droites dans la gueule, donc Nia Jax un peu KO à la fin, assise. Enfin, elle était pas très bien, Nia Jax, et du coup, elle a dû appeler les médecins. Tamina arrivait en retard, enfin voilà, donc rien de très intéressant, juste Becky Lynch qui pète la gueule à Nia Jax, et ça fait plaisir. Maintenant, on passe dans les 3 meilleurs matchs du show. Alors, ce qui est bien, c'est que les 3 derniers matchs sont pour moi les 3 meilleurs matchs du show. Donc, on commence avec Daniel Bryan contre AJ Styles pour le titre de la WWE. Alors, c'était un bon match. Il y a eu pas mal de prises à l'extérieur. C'est un match qui a quand même duré 23 minutes. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 23 minutes. Donc, c'est un match plutôt long. Après, avec des catcheurs du calibre tout simplement de AJ Styles et Daniel Bryan, 23 minutes, tu leur laisses 23 minutes à ces types là dans le ring, tu sais que ça va être pas mal. Donc on va pas expliquer tout le fil du match parce qu'il y a beaucoup de trucs à expliquer. En gros, Daniel Bryan s'est un peu acharné sur le genou d'AJ Styles. Il y a eu des coups, AJ Styles a pas mal dominé le combat, mais malheureusement c'est quand même Daniel Bryan qui va conserver son titre. Je sais pas si je l'avais dit, mais Ronda Rousey, j'avais pronostiqué la victoire. Et Daniel Bryan, j'avais pronostiqué une victoire par disqualification. Au final, il n'a pas gagné par disqualification, il a gagné tout court, mais c'est quand même une victoire, donc voilà. Donc du coup, dans le pronostic, je crois qu'on est à 8 sur 10. Donc voilà, un super match quand même entre Daniel Bryan et AJ Styles. Je pense que c'est le 3e meilleur match de la soirée, clairement. Peut-être le 2e, je pense que ça se tape avec les 2 matchs qui suivent derrière. C'est pas le premier pour moi, mais c'est peut-être le 2e. AJ Styles est un peu au pied du mur, c'est pour ça que je pense qu'il va avoir une rivalité avec Randy Orton dans les prochaines semaines du côté de SmackDown. Et Daniel Bryan qui va devoir se trouver un petit adversaire pour WrestleMania ou pour le Rumble, ça dépend s'il défendra sa ceinture au Rumble ou non. En tout cas, c'est vraiment cool de voir Daniel Bryan en heel, je trouve que ça lui va beaucoup mieux et ça rend le personnage crédible. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en face, là il tournait un peu en rond, il perdait contre le Miz, etc. J'ai bien aimé comment ils ont réussi à le tourner heel, pardon. En le faisant genre douter contre le Miz, au final il gagne son match, après il va pas à Crown Jewel parce qu'il veut pas, mais ça c'est autre chose. Il perd une fois contre AJ Styles avant Crown Jewel, au final il revient, il trahit AJ Styles en lui mettant ce coup dans les parties, et il gagne le titre. Et là son personnage heel, je trouve qu'il rend vraiment très très bien. Ensuite, un match qui promettait d'être exceptionnel et qui a été très bon. Dean Ambrose contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Ça a été un super match, il a duré plus de 23 minutes également. Donc 2 gros matchs qui se suivent, donc je pense que pour les fans ça a été vraiment super. Dean Ambrose contre Seth Rollins. Je pense que Dean Ambrose a dominé pendant les 10 premières minutes du match. Ensuite Seth Rollins a repris l'ascendant. Ensuite il y a eu pas mal de bagarres entre les deux, ça se voyait que c'était un peu la guerre. Un moment que j'ai bien aimé dans le match, c'est Seth Rollins qui veut enchaîner et je crois mettre un coup de pied à Dean Ambrose. Sauf que Dean Ambrose se relève et met le poing en avant, le signe du Shield. Et là, Seth Rollins panique, ne sait pas quoi faire, il hésite. Il va taper dans le poing de Dean Ambrose, mais il va lui mettre un gros coup derrière et ça repart en couille. Au final, Dean Ambrose, qui va gagner le match suite à un Dirty Deeds. Alors il y a eu un petit échauffouré à l'extérieur, du coup il est revenu sur le ring, Seth Rollins, c'est boom, Dirty Deeds. Une victoire clean au final. Et c'était un bon match, un très bon match de catch. En même temps, quand il y a Seth Rollins dans un match de catch, ça peut être que très bon. Dean Ambrose, son personnage, il lui va bien. Par contre, la veste, j'étais moyen fan. Il est rentré avec une veste bleue un peu bizarre. C'était pas foufou, quoi. Mais en tout cas, victoire de Dean Ambrose qui devient du coup notre nouveau champion intercontinental. Seth Rollins qui va se rediriger pour le titre universel, je pense. Je pense qu'il va aller gagner le Rumble. J'ai pas envie parce que je pense qu'il y a mieux à faire pour le Rumble. Mais il va gagner le Rumble et il va aller affronter Brock Lesnar ou Braun Strowman à WrestleMania et ça va être super.
Et du coup, Dean Ambrose champion intercontinental, comme je vous l'ai dit, je vois bien un petit match à WrestleMania, Dean Ambrose contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Et du coup, le dernier match de la soirée, Asuka contre Becky Lynch, contre Charlotte Flair, pour le titre féminin de SmackDown. Un match qui a duré beaucoup de temps, et je pense... Alors déjà, ce match en main event, et je reviendrai à un truc après, que j'avais dit dans les pronostics. Si ce match est en main event, c'est parce que c'est des femmes et que les femmes sont mises en avant par la WWE en même temps, mais c'est que c'est peut-être aussi le meilleur match de la soirée. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de oui, c'est des femmes, elles se battent moins bien, nanana. Non, c'était un excellent match entre les trois. Au début du match, Asuka a pas mal dominé et a réussi à faire le job. Enfin, Asuka, c'est une super catcheuse. On a les trois meilleures catcheuses du côté de SmackDown, ça c'est sûr. Alors, je pense que Asuka et Charlotte Flair sont les meilleures catcheuses. Becky Lynch, c'est plus le personnage de bagarreuse qui marche beaucoup. Donc, Asuka qui domine le début du match. Après, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des coups de table, il y a des coups d'échelle. Il y a eu plusieurs moments sympas dans le match. Il y a eu un petit saut de Becky Lynch du haut d'une échelle. En gros, si vous voulez, Charlotte sur la table des commentateurs, Asuka sur la table des commentateurs, placer les deux par Becky Lynch. Becky Lynch qui va sortir une échelle, qui va monter sur l'échelle, qui va sauter. Et en gros, Asuka va sauver la vie, elle va s'enlever au dernier moment. Charlotte qui va se prendre les fesses de Becky Lynch en plein bidon. Donc je pense qu'elle a eu pas mal sur le coup. La table des commentateurs du coup qui lâche, enfin voilà, c'était un bordel sans nom. Du coup après Asuka, qui a réussi à sauver la vie, va taper Becky Lynch pour la laisser au sol, va essayer d'aller chercher la ceinture. Mais Becky Lynch va revenir, elles vont se battre, etc. Ça va se taper pas mal. Un autre moment sympa du match, c'est que Becky Lynch a fait sa souplex là, qu'elle fait contre une table à Charlotte. Et aussi le dernier moment sympa, gros moment du match, c'est le spear de Roman Reigns ou de Goldberg à WrestleMania l'année dernière contre Brock Lesnar. Et bah t'as Charlotte qui va mettre ce spear là à Asuka et la barrière d'insécurité qui lâche. Alors pas complètement parce que l'impact était peut-être pas aussi violent, mais la barrière qui cède à moitié, Asuka complètement KO sur le coup. Et du coup, autre moment sympa, après ça, Charlotte et Becky Lynch qui remontent sur le ring, qui commencent à se mettre des vraies droites, ça commence à se battre, ça se voit que leur amitié est plus vraiment d'actualité. Elles s'étaient réconciliées un peu avant les Survivor Series, mais là ça va plus du tout, elles commencent à se mettre des vraies droites. Charlotte qui va prendre l'ascendant au fur et à mesure dans ce duel. Et elle va placer Becky Lynch à un moment sur une table à l'extérieur du ring. Et elle va nous faire une petite swatten de la troisième corde qui va péter la table. Enfin voilà, encore un des grands moments de ce match. Du coup, Becky Lynch et Charlotte qui vont mettre une échelle, enfin qui vont essayer d'aller chercher la ceinture grâce à l'échelle au centre du ring. Et là, on entend tout simplement la foule qui fait du bruit, on comprend pas trop. Faut savoir qu'il y a deux échelles à ce moment sur le ring. Et là, il y a Ronda Rousey tout simplement qui arrive sur le ring et qui fait tomber l'échelle des deux. Donc les deux tombent sur les cordes, puis sont à moitié KO parce qu'elles tombent de l'échelle, etc. Ronda Rousey qui regarde Asuka. Et Asuka qui est là, il n'y a plus personne, il lui reste une échelle. Et bah qu'est-ce qu'elle fait Asuka ? Elle monte, et elle va chercher le titre tout simplement. Et elle va devenir championne féminine de SmackDown tout simplement. Donc Asuka, ça me fait vraiment plaisir qu'elle revienne au top. Becky Lynch qui perd son titre, c'est pas très grave, elle va aller gagner le Royal Rumble. Elle va aller affronter à WrestleMania, dans le main event de WrestleMania, parce que je le dis, ça sera le main event. Elle va aller affronter Ronda Rousey. Charlotte, qui va sans doute perdre en finale du Royal Rumble contre Becky Lynch, va aller affronter Asuka à WrestleMania. Ça sera pas le main event, mais ça sera quand même un match de ouf. Asuka, ça va la recrédibiliser après 8 mois de booking à chier. Ça va faire du bien. Pour le pronostic, j'avais pronostiqué Asuka, c'est bon. On est du coup à 10 sur 12. Voilà, on a fini la review les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Pour toute question, pour toute interrogation sur le pay-per-view, je suis prêt à vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous laisse là-dessus. C'était Zaki pour la review de TLC. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.